Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour aborder la question de la dignité, et notamment la dignité en psychiatrie pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Comment cette question s'articule aujourd'hui au travers de différents prismes qu'on va aborder avec vous, que ce soit au travers du prisme des médias, au prisme du politique. Tout simplement pour débuter, Charles-Édouard, justement, peut-être commencer avec une première question axée sur le prisme du politique. Vous savez que le 2 décembre 2008, Nicolas Sarkozy prononçait un discours dans l'hôpital psychiatrique d'Antony à la suite d'un meurtre dramatique qui s'était produit à Grenoble, où il a présenté un plan de sécurisation des hôpitaux. En tant qu'interne en psychiatrie, j'observe un véritable infléchissement sécuritaire qui a des conséquences sur la prise en charge des patients en psychiatrie. Vous savez également qu'il est assez rare finalement que les patients, les fous entre guillemets, soient dangereux et réciproquement que les dangereux soient fous. Pourtant, généralement, ce sont ces cas-là, ces cas marginaux qui sont assez visibles médiatiquement et qui servent parfois de point de pivot à certaines décisions politiques. D'où ma question. La question est relativement simple, c'est comment est-ce que, d'après vous, la société peut concilier le besoin de sécurité, son besoin de sécurité, tout en préservant la dignité et la liberté des personnes qui souffrent de troubles mentaux, ou formulé autrement, comment est-ce que le politique peut-il travailler à préserver la dignité des hommes jusque dans la folie ou dans l'acte violent? D'abord, bonjour Axel et bonjour Charles-Édouard. Permettez-moi de saluer aussi le docteur Martine Lefebvre. Et de me réjouir que ce soit vous, en tant qu'apprenant, qui m'amène à discuter sur ce sujet de la dignité. Et en réalité, vous enfermez cela sur un cas, vous enfermez ça sur une situation. Il faut regarder quelles sont les évolutions de la société. Est-ce que le politique fait la société ou la société fait le politique? Et l'on voit bien que nous sommes dans un moment extrêmement préoccupant, car l'homme a un incroyable et un besoin de croire en quelque chose. Or, aujourd'hui, les idéologies politiques ayant disparu, quand les peuples ne croient plus en rien, ils sont prêts à croire en tout. Et quand les espérances disparaissent, c'est les peurs qui apparaissent. Et qu'aujourd'hui, l'on voit bien que la gestion des peurs devient un facteur de cohésion électorale autour d'un certain nombre de politiques. Mais en même temps, quelquefois, le courant des peurs l'emporte. On voit bien aujourd'hui, sur les flux migratoires, la peur de l'autre est en train de naître, là aussi, comme dans les années 20, sur les crises économiques, sur les crises sociales, avec un cocktail extrêmement explosif, discrédit du politique, augmentation du chômage, survie sociale. Et dans ce cas-là, on a l'impression que les sociétés ont atteint un tel seuil de souffrance individuelle par rapport à un quotidien difficile, par rapport à une inquiétude de l'avenir, que chaque souffrance supplémentaire crée une révolte ou une résistance. Et comme nous sommes dans une société de la norme, notamment en France, peuple d'ingénieurs, nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était quelque chose d'assez hypocrite, parce qu'au nom de la norme, je me réfugie dans la norme pour refuser la normalité. Et qu'en France, c'est un des rares pays à stigmatiser la différence qui écrase l'individu plutôt qu'à transcender la différence qui valorise l'individu. Et on le voit d'ailleurs dans les sociétés tribales indiennes, dans les sociétés africaines, la différence ne pose pas de problème. Elle fait même partie de la société. Et que quelqu'un handicapé, physiquement, psychiquement, ne pose pas de problème, il fait partie de la communauté. Et je dirais même que c'est cette différence qui enrichit la communauté, alors que nous, la différence inquiète la société. C'est une autre dérive qui consiste à voir, en génétique, on va voir le médecin pour, un peu comme sa voiture sans rayures, avoir un bébé sans problème. Donc on est en train d'avoir une exigence de la maîtrise du risque jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus on court des risques personnels sur son avenir, sur son emploi, sur sa famille, moins on accepte les risques
et plus on rejette les risques derrière un mur qui abrite mes peurs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un crée un délit, eh bien j'ai envie qu'on le juge le punisse et l'enferme dans les murs, et qu'un détenu doit rester complètement fermé dans les murs, parce que s'il sort, ça peut être à nouveau un facteur de danger. Ils ont l'impression donc qu'il y a une réflexion sur laquelle il faut que nous posions notre attention, c'est ce besoin sécuritaire, vous diriez, mais ce besoin d'enfermer derrière des murs la détresse des gens qui pourraient nuire à mon confort. Et on le voit, si vous regardez aujourd'hui, là aussi, la peur de l'étranger par les flux migratoires. Quel est le réflexe des États? D'ériger des murs. Il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde. États-Unis, Mexique, Venezuela, etc. etc. Bon. Donc ça veut dire que on est dans un moment où les politiques canalisent les peurs, on le voit avec la montée des thèses xénophobes et populistes. L'autre élément qui m'interpelle, c'est que dans cette société, on voudrait gérer le comportement de l'homme. Or, l'homme, par définition, est imprévisible. Il est indéfinissable. Et je vois bien la tension médiatique et politique lorsque un détenu en libération conditionnelle, après avoir passé tous les examens, franchi tous les caps, juge de liberté, psychiatre, etc., recommet quelque chose, immédiatement on remet en cause l'analyse psychiatrique, l'analyse, etc. Et on se dit, mais comme si l'on pouvait tout prévoir. Et donc aujourd'hui, dans une société qui n'accepte plus l'imprévu parce qu'elle le subit, elle ne sait pas si son emploi va durer, etc., c'est un choc qui est aujourd'hui extrêmement violent. Et qui fait que celles et ceux qui veulent remettre le curseur sur l'humain apparaissent soit comme angéliques, et donc forcément complètement critiqués, marginalisés, et les autres, de façon extrêmement facile, mais en gérant des émotions plus que des convictions, prônent un tout sécuritaire, même si le paradoxe est assez étonnant de voir qu'en prenant le tout sécuritaire, on accepte aussi de remettre en cause le respect de ma propre dignité, puisque chacun peut surveiller mes conversations téléphoniques, etc. Donc nous sommes dans une société de total paradoxe. Et quand la société est compliquée, qu'elle est imprévisible, qu'elle est indécryptable, il faut être attentif au fait de ne pas vouloir maintenir le cap et d'avoir toujours un cap. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des tourbillons émotionnels, mais quand on est dans cette situation, quel est le cap que je me fixe? Et ce cap ne peut avoir qu'un seul nom, l'éthique. Quelle est la ligne que je me fixe pour garder la direction, même si le navire sur lequel je suis est perturbé par des événements, par des secousses, etc. Et vous êtes là dans le droit fil de ce qui me paraît devoir être un cap essentiel du XXIe siècle et un moment extrêmement opportun sur le plan politique dans le sens noble du terme. Opportun pourquoi? Je crois qu'en réalité, nous sommes à un moment où les citoyens du monde entier prennent conscience que toute la philosophie dans laquelle on les avait entraînés, que l'homme pouvait dominer la nature, fait qu'aujourd'hui, la fragilité de la nature apparaît brutalement. Et que ce qui est important, ce n'est pas d'exploiter la nature, c'est de respecter la nature. Et en même temps, ce qui est une conjonction extrêmement favorable, on s'aperçoit que par le 11 janvier, mais aussi par les flux migratoires, mais aussi par les actualités, l'insouciance dans laquelle nous nous trouvions, que l'humain était prévisible, que l'on allait pouvoir tout guérir, etc., brutalement, la fragilité de l'humain apparaît. La fragilité de l'humain peut créer la perturbation d'une société, avec les fusillades aux États-Unis, avec les tortionnaires, etc., etc. Et pourquoi je dis que c'est opportun? Parce qu'en réalité, on a envie de se battre ceux que l'on a peur de perdre. Et ceux que l'on a peur de perdre, c'est ceux que l'on considère comme fragiles. La fragilité de ma vie, la fragilité d'un amour, d'un métier, d'un État, d'une entreprise. Et cette brutale réapparition de la notion de fragilité de la nature et de l'humain peut redonner aux politiques un réveil d'une citoyenneté
mondial, je me sens responsable, interdépendant de l'autre, même si je ne l'aime pas, et un sentiment extrêmement intéressant que ce qui est en fin de compte au cœur de toute notre réflexion, de notre priorité, c'est le capital humain, et que l'économie de l'innovation, de la création, du numérique dans lequel nous rentrons, va donner une puissance incroyable, non pas à l'exploitation des ressources naturelles, mais à l'exploitation du capital humain, l'exploitation, la valorisation du capital. Si nous acceptons de rentrer dans ce schéma politique, le regard qu'on porte sur l'individu est complètement inversé. Nous ne sommes plus dans un rapport dominant-dominé, où je veux que le citoyen obéisse à la loi, mais que le citoyen adhère à la loi. Je dois non plus l'obliger à apprendre, mais l'aimer à apprendre. Et ce que je regarde comme élève en situation d'échec scolaire, c'est pas quelqu'un qui est nul. C'est une intelligence qui n'est pas valorisée. Et une intelligence perdue si je ne m'occupe pas de sa valorisation. Que lorsque quelqu'un est au chômage, c'est pas quelqu'un qui est exclu du système économique, c'est une capacité intellectuelle, une capacité de force qui n'est pas mobilisable. Et lorsque quelqu'un est handicapé, quel que soit son handicap, c'est pas quelqu'un qui est inférieur, c'est quelqu'un dont je n'ai pas peut-être pris conscience de la valorisation du capital qu'il peut m'apporter. Et si on a cette inversion des choses, et que l'on regarde chaque humain comme un potentiel et non pas comme un handicap que je dois compenser, on a à ce moment-là un regard extrêmement différent. Deuxième élément de limite sur l'éthique, c'est le respect de la nature et le respect de l'humain. Quelles sont les règles que je me fixe? Et l'on voit bien qu'on ne peut pas parler de la dignité de la nature, et que le regard que je porte sur la nature, ce n'est pas un frigidaire que je pille sans m'occuper de son remplissage, c'est une bibliothèque dont je me nourris parce qu'il y a une source d'enrichissement extraordinaire. Et que dans le respect de l'humain, je considère l'humain comme une source d'enrichissement, et non pas comme une source d'approfondissement ou de transfert parce que la personne est handicapée et que je dois compenser le handicap. Et qu'à ce moment-là, la frontière, au-delà de laquelle il est évident qu'aujourd'hui je ne peux pas accepter qu'on la franchisse, c'est la dignité de la personne humaine, l'éthique. Et c'est un sujet qui, paradoxalement, va concerner vous sur le plan médical et vous sur le plan citoyen, le XXIe siècle. Jusqu'à présent, nous avons reculé les limites du possible avec les technologies, sur Mars, etc. Le XXIe siècle sera politiquement le siècle qui va fixer les limites au-delà de lesquelles on ne doit pas aller. Lorsqu'aux États-Unis, on propose aux femmes un contrat de travail qui leur permet, si elles le souhaitent, de ne pas nuire à leur carrière professionnelle en prenant en charge la congélation des ovocytes ou même la mère porteuse. Est-ce que c'est un manquement à la dignité ou pas? On voit bien que c'est un sujet. Lorsque l'on met un cœur mécanique, qui arrête le cœur? Et donc on voit bien que tous les sujets sur la préservation de la dignité humaine va aussi guider toutes nos politiques de caractère social. C'est comment faire en sorte que l'homme puisse être grandi par une politique de solidarité et non pas soumis, et non pas écrasé. Car quand on écrase un individu, en réalité, c'est le collectif ensemble. Mais il faut retrouver cela. Et c'est intéressant de voir que, pour répondre à votre question, Simone Veil, la philosophe qui travaillait auprès du général de Gaulle en 1940-1942, avait écrit un livre magnifique sur l'enracinement, disant que l'arbre est enraciné dans le ciel et que les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain. Or, on voit bien que le regard que l'on porte sur l'anormal qu'est le malade psychiatrique fait que l'on veut l'enfermer dans une barrière pour préserver notre normalité, mais cette barrière n'est qu'illusoire. Et que deuxièmement, le fait de ne pas valoriser l'intelligence de l'handicap, qui est peut-être totalement différente. J'ai vu, moi, des expressions dans des hôpitaux psychiatriques, d'expressions culturelles assez fascinantes, de réflexion sur la propre vie, sur la propre mort. C'est quelque chose qui me paraît devoir être engagé comme réflexion. Mais c'est un combat difficile, car plus l'avenir sera incertain, plus l'exigence de protection de celles et ceux qui ont la chance d'être sur le bateau, au nom de leur survie, sera forte. Écoutez, vous avez abordé beaucoup de points sur lesquels justement on va revenir ensuite tout au long de la discussion. J'aimerais m'arrêter sur notamment ce que vous avez dit sur la France. C'est un rare pays à stigmatiser la différence. Cette stigmatisation, elle passe aussi par les médias, par les canaux médiatiques, et notamment sur la question du traitement du fait divers, qui de tout temps a fait les choux gras et continue de faire les choux gras de la presse locale ou nationale. Quel regard vous portez justement sur des fois cette articulation
politique et médias au travers de faits divers ou au travers d'événements comme ça sur cette recherche. Et est-ce que ça ne dessert pas tout simplement l'individu au centre, et principalement quand c'est un individu qui présente une maladie mentale? Est-ce que des ligues ont sauté? Je ne sais pas si des ligues ont sauté, mais en tout cas, vous êtes bien placé puisque vous voulez faire votre carrière dans le journalisme, notamment du web, que la technologie est en train de complètement bouleverser le système économique des médias. La presse écrite est en très grande difficulté, mais il n'y a jamais eu autant de lectures d'articles de presse, mais pas par les journaux, par les tablettes. La télévision est aujourd'hui extrêmement fragile. Mais vous, les jeunes, vous regardez énormément de films et de séries, mais sur votre tablette. Donc il ne faut pas confondre l'évolution de la presse par son regard de modèle économique, mais ça justifie en partie que dans cette soif de lecteur ou de conquête, on a les mêmes peurs. C'est-à-dire que le politique, par peur de perdre des électeurs, va survaloriser l'émotion pour capter les électeurs, erreur absolue. Et la presse va survaloriser l'émotion de l'urgence et du moment pour essayer de garder ou de capter. Et d'ailleurs, il faut admettre, on peut le regretter ou pas, que c'est malheureusement les événements les plus chargés d'émotions qui créent les plus forts tirages. C'était la mort de Lady Di, ça a été ce jeune Iliane, et avec quelque chose d'assez fascinant, c'est que vous avez une mobilisation européenne sur les flux migratoires par la mort de ce jeune Iliane, et vous avez un fait divers de 70 personnes mortes dans un camion qui n'ont suscité aucun écho politique. On voit que l'évolution de l'opinion américaine sur la guerre du Vietnam a été due à cette jeune fille nue, frappée par les napalms sur ce chemin du Vietcong. Donc il faut accepter le fait que nous sommes aujourd'hui dans une société qui a, par absence de vision de l'avenir et par malheureusement négligence de la richesse du passé, est en train de survaloriser le moment. Et vous, votre génération est assez fascinante de ce côté-là. Vous êtes en train de vivre l'heure, avec quelquefois des difficultés de vous projeter. Notre génération, quand vous nous demandiez avec qui nous avions rendez-vous, on pouvait vous dire 15 jours, 3 semaines avant, et là, quand vous dites « Ah ben non, j'ai 3 rendez-vous ce soir, je n'ai pas encore choisi, etc. etc. » Donc vous êtes dans l'instant. Et dans l'instant, vous êtes dans l'émotionnel. Et donc comment essayer de compenser ces vagues émotionnelles, ces tsunamis émotionnels, par le temps d'élaborer une conviction. Et l'on voit bien que c'est quelque chose d'assez fascinant, puisque quand il y a un fait divers, ça, ça bouleverse tout, et ça emporte tout. Mais soyez attentifs aussi que lorsque la vague se retire, on peut à ce moment-là reconstruire la conviction si on garde un cap et si on garde une temporalité. Et donc, je vous invite, vous qui êtes étudiant, vous allez exercer un métier compliqué, au cœur de l'émotion, vous journaliste au cœur de l'émotion, c'est qu'il faut que vous ayez un sillon. Alors vous serez peut-être bousculé, vous serez peut-être balayé, mais le sillon vous permettra de garder le cap. Regardez aujourd'hui l'adhésion de Mme Merkel sur « j'accueille tout le monde », et le reflux « nous ne voulons plus personne ». Et donc on voit bien que celles et ceux qui cherchent à surfer sont voués à plonger dans la vague parce qu'ils seront déstabilisés. Ceux qui ne cherchent pas à surfer mais à construire et à bâtir seront dépassés par l'urgence, mais seront consolidés dans l'avenir. Et donc si l'on a un cap, il y aura forcément des échecs. Mais je ne connais pas de réussite sans échec. Et si l'on a une volonté de construire une inclusion de la société, là aussi, regardez politiquement en France, on a mis en place le terme de l'intégration, qui est en fin de compte le transfert de responsabilité sur le dos de la personne qui est exclue. C'est à vous de voir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réintégrer le système. À un système d'inclusion, quelle est notre responsabilité collective pour que chacun se exclu, se sente dans une société, et quelle est ma part de responsabilité pour que je puisse lui permettre de réinsérer. Et si nous avons un regard sur l'anormalité comme une étape et non pas un état, et de comment reconstruire des liens au moment où la rupture de lien fragilise une collectivité,
Là aussi, c'est quelque chose d'extraordinairement moderne, parce que nous allons rentrer dans un moment où la croissance faible va reposer la question non pas de la soif de consommation, mais du sens de la consommation, où les salaires ne vont plus augmenter, c'est le sens que je dois donner à ma vie, et que l'économie de l'acquisition qui sera difficile, c'est l'économie du partage et l'économie du lien. Et l'on voit bien que le regard que l'on portera sur le malade mental, sur celui qui est anormal, sera déterminant de la conception du lien que l'on veut créer ou que l'on veut rompre. Et puis enfin, il y a un autre élément, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a très clairement indiqué qu'aujourd'hui, le mental était le défi du XXIe siècle. Que nous sommes dans un moment où la technologie a soulagé la fatigue des corps, jusque dans les années 80. La puissance des bras, des courses, et chacun aujourd'hui a une ergonomie intéressante. Et on avait une nuit réparatrice. Nous rentrons avec l'ordinateur dans la fatigue du psy, et que la dépression frappera de plus en plus, le burn-out. Et donc, nous avons tellement cultivé la honte d'une fragilité personnelle, c'est-à-dire qu'on avait déjà un premier enfermement, c'était celui sur soi-même, l'isolement de celui qui estimait devoir être considéré comme inférieur ou pas un homme s'il devait afficher sa fragilité. Donc nous sommes aussi dans une société qui doit redécouvrir le sens de ses fragilités personnelles pour faire en sorte que chacun est un malade en sens. Et que nous aurons tous dans nos familles, avec le vieillissement, des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de cette nature. Et donc, si nous n'avons pas aujourd'hui une réflexion sur un regard nouveau que nous devons porter, non pas sur la sanction de l'échec, mais sur la valorisation des talents, non pas sur la compensation d'une situation dramatique, mais sur la capacité de pouvoir permettre à quelqu'un de relever une difficulté et de surmonter ces difficultés, non pas sur l'enfermement ou l'érection de murs derrière lesquels on abrite l'inconfort de nos vies, mais au contraire, la disparition des murs pour faire en sorte que chacun s'enrichisse de la différence de l'autre, on peut avoir un projet de société sans tomber dans la naïveté, qui fait qu'effectivement, de façon éthique, tout en préservant la dignité de la personne, on peut aussi avoir une lecture très précise du caractère de la dangerosité de la personne, qu'il convient quelquefois de protéger contre elle-même ou de protéger la société contre lui-même. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des phénomènes de cloisonnement, mais qui sont aussi respectueux de la dignité de la personne humaine et respectueux du danger qu'elle fait courir aux autres ou à elle-même. Donc, n'écartons aucune hypothèse, mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser les parcours que l'on peut offrir à chacun. J'étais très intéressé par plusieurs points que vous avez soulevés, en particulier le regard que la société porte sur ce qu'elle tente à exclure ou qu'elle devrait inclure. C'est vrai que ce regard, vous avez aussi parlé de survalorisation de l'émotionnel, ce regard est souvent très émotionnel, très émotif presque, par rapport aux personnes qui souffrent de maladies mentales. Et on retrouve un peu une forme de paradoxe dont vous parliez, parce que celui qui souffre de maladie mentale, c'est celui à la fois qui inquiète, qui fait peur, qu'on essaye de reléguer à l'extérieur de ce qui me concernerait. Et à la fois, il y a quelque chose de la fascination par rapport à la folie, et d'ailleurs, comme il y aurait quelque chose de fascination par rapport à la violence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un défaut d'information du citoyen, de manière générale, sur ce que c'est, sur la complexité, sur la multicausalité? Est-ce que ce serait à dire que les personnes préfèrent se nourrir de mythes que les médias aujourd'hui, justement par cette quête de sensationnel, servent volontiers? Et si c'est le cas, à qui finalement, vous avez parlé de responsabilité et de responsabilité collective, à qui revient cette responsabilité d'informer? Est-ce que ça revient aux sociétés savantes et aux professionnels du soin? Est-ce que ça revient aux journalistes? Est-ce que ça revient aux politiques? On est tous concernés parce que nous sommes tous prisonniers d'une société dont nous avons accepté les règles et les fonctionnements, y compris dès le départ. C'est-à-dire que quand vous regardez le parcours scolaire, c'est un parcours de sélection sous couvert d'une égalité des chances. Or, je ne crois pas à l'égalité des chances, je crois à l'égalité des parcours. C'est-à-dire que qui que vous soyez, comment faire en sorte que nous puissions vous amener au maximum de vos capacités. Et l'on voit bien la difficulté qu'ont les parents d'enfants handicapés d'offrir des parcours scolaires dits normaux, avec d'ailleurs un réflexe qui consiste à dire que les enfants handicapés doivent apprendre avec
eux-mêmes leur handicap, avec des classes spécialisées, au contraire d'autres qui disent qu'il faut qu'ils soient dans la normalité. Mais moi-même, en tant que maire, j'ai dû faire face à des manifestations de parents qui ne voulaient pas inscrire leurs enfants dans une école dans laquelle il y avait un enfant trisomique. Donc nous avons besoin de réfléchir à quel projet de société dans lequel nous voulons vivre, quel est le regard que l'on porte sur l'autre. Et là, on voit bien que le monde de la science va nous permettre aujourd'hui de faire des avancées assez considérables dans la découverte du cerveau, du fonctionnement et du comportement. Et nous devrions, avec le monde de la science, le monde universitaire, le monde politique, non pas banaliser la différence mentale, mais réfléchir aux conditions dans lesquelles nous pourrions, les uns les autres, vivre avec cette différence mentale, qui ne soit pas quelque chose de fascinant par la folie créatrice, ou de fascinant par cette brutale apparition d'un inconnu qui perturbe et qui est en même temps facile. On est attiré par le vide et en même temps on est inquiet par le vide. Et c'est vrai que le comportement anormal perturbe, et c'est vrai que nous ne sommes pas préparés à vivre avec cela et qu'on a tendance à opposer notre rationalité à la rationalité de l'autre que l'on considère comme irrationnelle, mais tout simplement parce que les codes ne sont pas les mêmes. Donc je crois qu'il faudrait que nous apprenions dès le départ, dans les parcours scolaires, à accepter de vivre avec cela. C'est un moment intéressant parce qu'avec Mathieu Ricard, nous avions travaillé sur la problématique de l'empathie ou de la compassion. Et l'on voit bien qu'aux États-Unis, il y a un développement du narcissisme, qui est aussi le rejet de celui qui n'est pas normal, avec l'esthétisation des corps. Donc soyons attentifs à ce que la société de la performance ne crée pas là aussi un fossé de la différence non performative encore plus grave. Donc je crois que chacun est responsable, et pas uniquement pour des convictions religieuses, d'intégration, mais pour des convictions morales. Nous devrions, dans tout notre parcours de vie, avoir cette capacité de vivre avec l'autre dans sa différence. Mais c'est une différence ethnique, c'est une différence de couleur, c'est une différence de comportement, une différence d'apparence. Et faire comprendre que chaque individu fonctionne de la même façon, mais que c'est peut-être au niveau du cerveau qu'il y a des dysfonctionnements, mais qu'il y a peut-être des créativités nouvelles. L'autisme, par exemple, est fascinant. Comment se fait-il que la société regarde quelquefois l'autisme comme, lorsqu'il y a des performances de calcul, on a l'impression d'être au spectacle et de voir quelque chose d'absolument fascinant par l'excès. C'est très curieux que l'on accepte certains excès lorsqu'ils ont tendance à vous amuser ou à vous intéresser, et qu'on refuse d'autres excès lorsqu'ils ont tendance à vous paniquer ou à vous effrayer. Et donc, par des ciné-clubs, par des conférences que vous êtes en train de pratiquer, de montrer que nous avons absolument besoin de retrouver une éthique et une loi de vie collective, sinon ce sera le chacun pour tous, et la violence des relations liée à la violence politique créera des situations extrêmement perturbatrices. Et justement, dans un contexte de violence, en fait, s'érige la question de la victime, de la figure de la victime, qui fait émerger parallèlement celui du coupable. La figure de justement la victime, elle incarne justement la souffrance, elle incarne l'identification aussi de la personne, et face à elle, le coupable, au contraire, lui, suscite le rejet. Qu'est-ce que l'on fait lorsque ce coupable n'est pas en pleine possession de ses moyens ? On sait qu'il y a des mécanismes législatifs justement pour permettre à ces personnes d'éviter de se retrouver en prison, excusez-moi. Mais dans d'autres cas de figure, on sait que des personnes en prison sont aussi atteintes de maladies mentales. Est-ce que finalement, selon vous, la loi suffit à préserver cette dignité ? Voyez-vous, c'est une question à laquelle moi je serais au contraire aussi intéressé d'avoir vos propres analyses au travers de ces semaines. Parce qu'en réalité, je me suis intéressé en tant que médiateur de la République. J'ai essayé, non pas sur les problématiques de maladie mentale, mais d'essayer de regarder jusqu'où pouvons-nous aller dans la notion de justice réparatrice, qui est une notion que l'on voit notamment au Canada, où quand il y a une victime et un auteur, cela consiste, quand cela est possible, et qu'on pense que le dialogue est possible des deux côtés, à permettre à ce qu'il y ait une communauté de discussion entre l'auteur et la victime, l'auteur reconnaissant le crime et la victime reconnaissant le droit à l'auteur, enfin pas le droit, le terme est un peu excessif,
et d'amener à ce moment-là, par un partage, de voir un dommage réparé à la victime et une faute assumée par l'auteur, avec d'ailleurs une condamnation partagée. Et ces notions de justice réparatrice, c'est extrêmement difficile. L'Église protestante a beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est extrêmement difficile parce que la facilité, c'est la justice punitive. L'opinion ne comprend pas que quelqu'un soit déclaré irresponsable et échappe à la sanction populaire de l'emprisonnement. Et les gens ne comprennent pas que quelqu'un soit à ce point irresponsable et non maître de ses moyens en créant une fusillade, enfin des choses extrêmement terribles. Là, j'avoue que je suis très perplexe parce que je n'ai pas de réponse à votre question, dans la mesure où là, le monde médical, le monde scientifique doit nous aider à apporter un certain nombre de réponses. Et c'est la problématique des personnes vulnérables. Et c'est un sujet qui, au-delà de la situation paroxystique que vous évoquez de quelqu'un qui a commis un crime, quelqu'un qui a commis quelque chose d'horrible, c'est aussi les personnes vulnérables, Alzheimer, celles qui vont perdre leur dépendance. Jusqu'où doit-on aller dans la privation de liberté au nom de l'intérêt de la personne? Et jusqu'où doit-on aller dans la privation de la liberté au nom de l'intérêt de la société? Et j'avoue que j'ai du mal à me faire une opinion sur le sujet. Et j'aimerais bien qu'il y ait une nourriture de réflexion. Parce que l'on voit bien que les politiques sont-ils plutôt guidés par la protection de la société? On voit bien que sur le plan électoral, c'est plutôt la tendance. Ou doivent-ils intégrer que non seulement ils doivent protéger la société, mais aussi les personnes, et d'autant plus vulnérables, qu'elles sont quelquefois dans l'incapacité de pouvoir gérer elles-mêmes leur propre vie. Et dans le monde moderne, on voit bien qu'il y a des chaînes visibles, celles de la maladie, mais il peut y avoir quelquefois des chaînes invisibles, qui sont bien plus redoutables, le mal-endettement, l'incapacité de faire passer son quotidien, qui peuvent amener quelquefois des gens à des situations désespérantes, au point que, lorsque nous avons fait l'étude sur le suicide dans les prisons, à chaque fois qu'il y avait un événement grave, les taux de suicide baissaient, lorsqu'il y avait des élections présidentielles, les taux de suicide baissaient, mais que maintenant, semble-t-il, il y avait d'autres formes de suicide, des suicides de plus en plus précoces, ce qui semblait être contraire à toutes les écoles de la psychiatrie il y a 50 ou une centaine d'années. Et maintenant, des suicides après la destruction de l'objet qui vous a mis dans une situation de telle humiliation que vous passez à l'acte, c'est-à-dire je tue le contrôleur d'impôts, je vais me suicider sur mon lieu de travail, etc. Et donc, il y a des expressions sur la relation de la souffrance personnelle et de la souffrance imposée à l'individu par la société. Et là aussi, c'est des études et des sujets sur lesquels nous devons avoir le recul des universitaires, le recul des praticiens, le regard de la réalité d'un quotidien, et d'essayer ce que j'essaie de faire au Conseil économique, social et environnemental, d'offrir un espace de la République neutre, indépendant et intemporel, permettant d'offrir aux politiques le fait de pouvoir s'enrichir du débat, et non pas gérer en fonction de la stratégie de conquête d'un pouvoir, mais en fonction de la stratégie d'un projet de société auquel on doit sous-tendre. Et c'est vraiment, au moment où le numérique est en train de bouleverser le rapport au travail, au moment où on est en train d'humaniser les robots et de robotiser l'homme, la problématique de la psychiatrie va devenir aujourd'hui déterminante par rapport à la qualité de vie. Et quelquefois en ayant, et pas uniquement, et la façon dont on aura un regard sur les plus, entre guillemets, anormaux, ça servira de façon extrêmement forte les, entre guillemets, normaux. Lorsque je prends un exemple de l'esthétisation des corps avec des chirurgies esthétiques dont on découvre qu'ils apportent l'horreur du corps, on se pose la question de savoir pourquoi la personne a-t-elle besoin de s'esthétiser. Est-ce que c'est parce que la laideur est intérieure? Enfin, il y a toute une série de choses sur lesquelles nous devrions être attentifs, et que la façon dont on s'occupe des plus fragiles n'est pas un acte de compassion, n'est pas un acte de générosité. C'est en réalité en permettant aux plus fragiles d'avoir une vie la plus normale possible. C'est un confort et un apport extraordinaire qu'on apporte à toute la société. Précisément, aujourd'hui, sans aller jusqu'à l'abolition complète des capacités de jugement, les personnes qui souffrent de maladies mentales et qui ont un jugement partiellement altéré au moment d'un crime, par exemple, sont incarcérées et sont souvent, par un paradoxe, incarcérées plus longtemps
que s'il n'avait pas de que si le jugement n'était pas altéré du tout. Ce qui fait qu'en prison, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui souffrent de pathologies mentales. Est-ce que justement ça vient dire quelque chose de la manière dont la société s'occupe de ces fous, de ce modèle de société pour les fous, justement? Si, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais en tout cas, qui m'interpelle beaucoup, parce que lorsque je discutais avec un certain nombre de psychiatres lorsque j'étais médiateur, et notamment du fait que, puisque j'avais mis des délégués dans les prisons, la question de fond, c'est est-ce que la prison est un lieu de préparation à la réinsertion? Est-ce que c'est un endroit où l'on soigne? Ou est-ce que c'est un endroit où on en enferme? Alors on s'aperçoit qu'on fait porter à la prison un certain nombre de missions qui sont extrêmement diverses, quelquefois contradictoires, et donc le fait de ne pas avoir des adéquations par rapport aux moyens et aux objectifs, on est aujourd'hui dans l'insatisfaction totale. C'est-à-dire qu'on a une prison qui devient quelquefois plus une école de crime que l'école de la réinsertion. On oublie totalement la pédagogie de la sanction. Les gens sont malades, ils n'y sont pas soignés. Et donc quelquefois même ça empire. Mais on me disait aussi qu'il y a des prisons sans mur. On me disait qu'il y a énormément de malades dans les rues, dont d'ailleurs, je me souviens de cette formule de ce psychiatre avec lequel je discutais, mais il m'a dit, M. Delevoye, ne vous inquiétez pas, ils sont aussi imprévisibles à l'intérieur qu'à l'extérieur, et tout peut arriver. Et donc, c'est quelque chose qui est assez fascinant, parce que le problème de la psychiatrie ou du malade psychique n'apparaît que lorsqu'il y a un fait qui met en évidence son dysfonctionnement. Et que la formidable masse du problème posé disparaît dans la conscience collective parce que l'arbre cache la forêt. Et donc je crois qu'il est intéressant que nous puissions essayer de réfléchir aux moyens de remettre à plat un débat qui consiste à dire mais une société, par nature, est faite de personnes saines, malades, équilibrées, déséquilibrées, folles, normales, etc., etc., etc. Et que si l'on veut avoir une lecture de réduction des limites uniquement sur une société qui est bien, on voit bien cette notion de racisme social qui se met en marche, puisque ceux qui vont s'exprimer, c'est ceux qui ont moyen de le faire, et demain on aura une réduction d'une société normale, à celles et ceux qui ont un emploi, à celles et ceux qui sont en bonne santé, à celles et ceux qui, etc. Et donc on est là, paradoxalement, dans l'émergence de discrimination, et dans une communauté qui sera la juxtaposition de communautarisme. Et c'est quelque chose qui est exactement le contraire aux sociétés et aux nations. Et c'est assez fascinant ce que vous dites, parce que l'on voit bien que les nations se sont soudées par les souffrances liées aux guerres. Aujourd'hui, elles se déchirent par les souffrances liées au quotidien. Et donc, le regard que vous portez sur la psychiatrie n'est pas uniquement lié au respect de la dignité de la personne, c'est en réalité quel est le concept et le projet de société que je veux construire, dans lequel chacun a sa place et est acteur de son propre destin, où quelquefois nous devons apporter des réponses adéquates à des gens qui n'ont pas capacité d'être acteurs de leur propre destin. Vous aviez en préambule évoqué la question de la technique, justement de cette technique qui est maintenant omniprésente, avec deux versants. D'un côté, l'illusion aussi de pouvoir prévenir tous les risques, le risque zéro. Est-ce que la société est capable, aujourd'hui, d'après vous, d'accepter un certain degré de risque, justement, pour préserver la dignité des personnes? Comment on compose, justement, avec la faction de risque qui est irréductible pour préserver la dignité de la personne, dans une société qui a justement, toute, en théorie, la capacité, justement, de prévenir les risques, avec toute l'illusion que ça comporte? Il y a un aspect positif et un aspect négatif, c'est-à-dire qu'à la limite, quand on peut prévenir des risques, c'est plutôt le sens du progrès. On opère aujourd'hui avec moins de risques opératoires que hier, etc., etc., etc. Mais l'on voit bien que plus on a une maîtrise des risques, plus on a une qualité des interventions, plus on a une qualité de la prévention des risques, moins nous acceptons l'apparition d'un risque. Et l'on voit bien que notre société est dans un paradoxe, au point d'ailleurs que je voyais certains professionnels de la médecine s'arrêter bien quelques années avant leur retraite parce que leur niveau d'assurance pouvait les mettre en fragilité financière pour la fin de leur vie. On a un problème dans notre société de la prévention des risques. Je pense que sur la psychologie et la psychiatrie, nous ne sommes pas suffisamment attentifs à tout ce que peut nous apporter la capacité préventive et la détection précoce par les signaux faibles. Et donc c'est quelque chose sur lequel tout notre appareil n'est pas suffisamment vigilant. Là, nous devrions avoir un formidable regard sur
quels sont les outils dont nous devrions nous doter dans les écoles, au niveau des parents, sur la prévention et la détection précoce, puisque l'on me dit, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, que plus on détecte précocement les phénomènes qui laissent entendre une maladie, etc., etc. Deuxième élément, comment on va gérer l'analyse génétique et la capacité que l'on aura demain d'avoir la prospective d'un parcours de vie avec le risque d'apparition de certains. Ça veut dire qu'on va faire des sélections précoces, c'est là où on en revient sur l'éthique. Il y a des débats très lourds qui sont très clairement posés. Ensuite, comment on gère les risques? C'est ce que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui n'accepte plus l'apparition des risques. Et on est là aussi dans un paradoxe, c'est-à-dire que on pense que la maîtrise du risque est aujourd'hui ancrée dans notre société. Un train ne peut plus dérailler, un avion ne peut plus s'écraser, il ne peut plus y avoir d'inondation, etc. Et c'est là où je vous dis, on découvre qu'il y a des dysfonctionnements d'hommes, des dysfonctionnements de la nature, et nous en sommes responsables. Et donc, on devrait à chaque fois, dans cette notion de prévention, de gestion, mettre en place l'aspect curatif des risques courus. Comment on les gère? Alors très souvent, on a une segmentation qui fait qu'on répare de façon sévère sans tenir compte de la gestion et sans tenir compte de la prévention. Et donc, nous sommes dans un moment où des hommes et des femmes comme vous qui allez réfléchir sur l'anormalité, vous rentrez dans une difficulté majeure, c'est comment convaincre la société que l'homme est imprévisible et qu'il faut accepter. Essayer de comprendre. Moi, ce qui me fascine, c'est le passage à l'acte. Qu'est-ce qui a amené quelqu'un au passage à l'acte? Les circonstances, un mari qui trouve sa femme au lit avec un ami et qui devient meurtrier. Est-ce que c'est le jeune qui part pour réussir sa mort parce qu'il ne réussit pas sa vie et qui considère que l'autre est à ce point disparu de sa conscience qu'il peut s'enorgueillir de le détruire au travers d'une croisade religieuse, ou quelqu'un qui entend des voix et qui brutalement sont dans l'obligation de commettre un crime au nom des voix qu'il entend. Et donc, nous sommes dans un moment où la science nous fait découvrir la lettre B des neurosciences, de la lecture du cerveau, du comportement, de la pensée. Et je pense que c'est essentiel d'essayer justement de pouvoir explorer cet inconnu qui s'ouvre devant nous pour surtout reposer en même temps que l'avancée de la science nous permettra de mieux comprendre les dysfonctionnements, mais à chaque fois, plus on connaîtra, plus on verra que l'inconnu s'éloigne, plus il faut équilibrer ça par un projet de société pour voir comment nous intégrons collectivement ces différences de comportement, ces différences d'analyse et ces différences de normes, entre guillemets. Et donc, on voit bien que le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre chacun pour soi, et le collectif doit assurer le bien-être de chacun pour soi, et au contraire, la contribution de chacun à la réussite d'un collectif est un enjeu déterminant. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Delevoye, pour avoir partagé ce morceau de réflexion et d'avoir répondu à nos questions. Merci Charles Étoile, merci Axel. Je suis très demandeur aussi de vos réflexions que vous allez nourrir. Et je vous souhaite tous les deux des vœux de réussite professionnelle.